Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus grands scandales politico-judiciaires du XXe siècle. Un scandale qui a mené à la démission du président de la plus grande puissance mondiale. Je parle bien du Watergate. Le Watergate, c'est ce genre d'histoire dont on a tous entendu parler et qu'on croit tous connaître, mais qu'en général, on n'arrive pas à la raconter. Ça s'appelle le Watergate et voici son histoire. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? On est en 1972 aux États-Unis. Richard Nixon est président depuis plus de 3 ans et il est actuellement en campagne pour un deuxième mandat aux élections présidentielles de novembre où il fait face au candidat démocrate George McGovern. Et toute cette histoire va commencer le 17 juin. Le gardien du Watergate, le Watergate qui était un building de Washington qui regroupe des complexes immobiliers, des hôtels ou des bureaux, il constate qu'une porte a été forcée. Il appelle directement la police qui arrive et qui inspecte les lieux. Et dans le 5e étage, étage qui abrite le siège de campagne du Parti démocrate, il tombe sur 5 mecs, habillés tout en noir. On dirait des cambrioleurs, à quelques détails près. Ils ont des appareils photos, des bombes lacrymo et des micro-espions. Ils sont directement arrêtés. Le lendemain, un petit journaliste du Washington Post, Bob Woodward, est chargé de suivre l'affaire. Et cette affaire va lui changer sa vie. Comme aux États-Unis, les audiences face aux juges sont publiques, Woodward se rend au tribunal et assiste à l'audience des 5 faux cambrioleurs. Et là, il apprend que le leader du groupe des 5 travaillait au FBI et à la CIA. Mais surtout, il est membre du comité pour la réélection du président Nixon. Ça commence à être intéressant cette histoire. La police a aussi découvert des carnets chez les fameux cambrioleurs. Et dans l'un des carnets, il y a écrit Howard Hunt, WH. WH comme White House. Ça sent vraiment mauvais cette histoire. Et c'est là que Woodward décide de publier un premier article avec pour titre un lien entre les poseurs de micro et la Maison Blanche. Mais l'affaire ne fait que très peu de bruit à ce moment-là. Woodward décide de contacter un de ses anciens amis de la Navy, Mark Felt, qui est devenu directeur adjoint du FBI, pour qu'il ait des informations. Et incroyable mais vrai, Felt va accepter de devenir l'informateur secret de Woodward. Il veut que cette histoire sorte, alors que le FBI, lui, veut l'étouffer. Leur collaboration doit rester très discrète et les deux se mettent d'accord sur des stratagèmes pour communiquer, se rencontrer en toute discrétion. Personne d'autre que Woodward ne doit savoir d'où viennent les informations, pas même ses propres patrons du Washington Post. Woodward lui trouve un petit nom sympa, Deep Throat. En français, ça donne Gorge Profonde, qui était le nom d'un film porno célèbre de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le directeur adjoint du FBI devient informateur du Washington Post sur une affaire en lien avec le président américain. Et grâce à Gorge Profonde, Woodward apprend qu'un des 5 cambrioleurs a reçu un chèque directement du comité de campagne de Nixon. Il apprend aussi que ce même cambrioleur, la veille de l'opération du Watergate, il a téléphoné plusieurs fois à l'un des membres du comité de Nixon. La campagne présidentielle continue. Et en novembre 1972, Nixon est largement réélu face à son adversaire démocrate. Il a même remporté 49 des 50 États. Mais pendant tout ce temps, l'enquête de Woodward avançait également. Et grâce à Gorge Profonde, encore une fois, il apprend l'existence d'un cabinet noir dans le comité de campagne de Nixon. 50 personnes qui avaient pour objectif de saboter la campagne des démocrates. Il apprend même que c'est l'ancien ministre de la Justice de Nixon, John Mitchell, qui dirigeait ce cabinet noir. En janvier 1973, le Sénat, qui a majorité démocrate, crée une commission d'enquête parlementaire. Elle est chargée d'enquêter sur les abus des républicains lors de la campagne présidentielle. Et quelques mois plus tard, s'ouvrait le procès des faux cambrioleurs. Ils ont été condamnés à des peines de 4 à 20 ans de prison. Et l'un d'entre eux, pendant le procès, il se lâche. Il dit qu'il a menti sous la pression de la Maison-Blanche. Ça sent vraiment mauvais pour Nixon. Le scandale enfle de plus en plus et en mai 1973, Nixon se retrouve obligé de s'expliquer publiquement dans une interlocution télévisée et il nie catégoriquement être au courant de ce qui s'est passé. Il condamne même fermement le fameux faux cambriolage.
Mais manque de bol, la commission d'enquête parlementaire dont je vous parlais et le procureur chargé de l'affaire apprennent l'existence de plusieurs enregistrements de conversations entre Nixon et les membres de son cabinet, des enregistrements où la culpabilité de Nixon serait explicite. Le juge fédéral John Sirica demande à Nixon la remise de ces enregistrements, mais le président refuse catégoriquement. En octobre, la cour d'appel ordonne au président de donner immédiatement les bandes à la justice. Et Nixon, tranquillement, en voulant peut-être montrer son autorité, décide de destituer le procureur qui le poursuit. Mais ça, c'est ce qui va provoquer sa chute. L'attitude du président est vue comme tyrannique, voire dictatoriale par l'opinion publique. Il se retrouve esseulé et est contraint de rendre les enregistrements qui sont rapidement rendus publics. Et le 8 août 1974, face à une procédure d'impeachment contre lui, le président Nixon décide de jeter l'éponge et de démissionner de la présidence des États-Unis. Nixon est le seul président de l'histoire des États-Unis à avoir démissionné. Il est remplacé par le vice-président de l'époque, Gerald Ford, qui, une fois au pouvoir, décide de gracier Nixon, ce qui a pour effet de stopper toutes les procédures contre lui. L'identité du fameux Gorge Profonde n'a été révélée, elle, qu'en 2005, plus de 30 ans après le scandale. Et tonton, quelle est l'histoire d'aujourd'hui?